sera consacrée sur la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, en abrégé CIRGL. Comme vous le savez, on est en République démocratique du Congo, il y a un conflit et il y a des négociations qui sont en cours. Ces négociations sont présidées par la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Donc, notre émission d'aujourd'hui a deux invités qui vont eux-mêmes se présenter. Et moi, je vais d'abord commencer par me présenter. Mon nom, c'est Isidore Kwanja. Je suis un ancien conseiller à la direction Afrique du ministère des Affaires étrangères au Canada. Je m'intéresse beaucoup sur toutes les questions qui touchent la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs, et en Afrique centrale particulièrement. Et nous avons deux invités. Je vais demander à chacun d'entre eux de se présenter. Et immédiatement après, nous allons présenter cette organisation qui est en train de mettre en place une force neutre pour ramener la paix en République démocratique du Congo. Alors, je vais vous laisser la parole. Chacun de mes deux invités va se présenter, puis nous allons lancer le débat. Nous allons présenter l'organisation, nous allons poser des questions, nos invités vont répondre à ces questions, et puis je demanderai aussi ceux qui vont nous suivre par la suite, s'ils ont des réactions, ils vont aussi le faire. Alors, je laisse la parole à mes deux invités qui vont se présenter chacun. Moi, c'est Antoine Kapila. Je suis au Canada pour le compte de la Voix de la démocratie congolaise. Merci. Donc AMB, depuis New York City, je suis de la Voix de la démocratie congolaise également et un présentateur de certaines émissions. Merci beaucoup. Alors, comme je l'avais annoncé au tout début, notre émission sera consacrée sur la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Alors, pour un petit rappel, l'idée de la convocation d'une conférence internationale sur la région des Grands Lacs est née au milieu des années 90. Après le génocide rwandais de 1994. Cette idée est venue des Nations Unies, de l'Union africaine et de certains bailleurs de fonds occidentaux. Alors, cette idée s'est matérialisée en 2000 lorsque le Conseil de sécurité des Nations Unies a, dans la résolution 1291 et la résolution 1304, appelé à la tenue de cette conférence. L'objectif principal était de prévenir les conflits dans la région des Grands Lacs en mettant en place un forum qui aiderait à élaborer une approche régionale pour résoudre les différents conflits qui ensanglantent cette partie de l'Afrique. En effet, les initiateurs de cette conférence se sont rendus compte que l'exploitation illégale des ressources naturelles était l'une des causes majeures qui alimentait les conflits et l'insécurité dans la région des Grands Lacs et particulièrement en République démocratique du Congo. Ils ont alors préconisé la mise en place d'un mécanisme régional pour lutter contre l'exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo. Il faut noter qu'à la création de cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs, il y avait un représentant spécial du secrétaire général des Nations Unies pour la région des Grands Lacs qui présidait cette conférence. Mais depuis l'adoption du pacte de cette conférence par les États membres, ce sont maintenant les chefs d'État de la région qui assurent la présidence sur une base rotative. Et actuellement, c'est le président ougandais qui assure la présidence de la CRJEF. Et c'est à ce titre qu'il préside les négociations entre les gouvernements et les rebelles du M23. Alors, ma question c'est celle-ci. Pensez-vous que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs est-elle en mesure de ramener une paix durable en RDC ou s'agit-il simplement d'un colmatage qui est en train de se faire actuellement à Kampala? À vous la parole. Je vais commencer peut-être par notre ami Antoine, ou si donc est prêt, quelqu'un qui est prêt, il peut répondre. Donc on est démocratique, puis on laisse la parole à celui qui se sent à l'aise pour répondre. Je crois que c'est Antoine qui intervient. Je pense que quand je regarde un peu la situation de la guerre à l'est du Congo,
Et quand, en suivant un peu le briefing que vous venez de nous faire sur la genèse de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs, conférence qui a été décidée à partir de la guerre, à partir du génocide rwandais de 1994. Donc c'est à partir de ce génocide qu'on a senti qu'il y avait une instabilité dans cette région-là. Mais le vrai problème, c'était pour régler le problème rwandais. Ce n'était pas pour le problème du Congo. Mais en regardant ce qui se passe actuellement au Congo, ou ce qui se passe au Congo à partir de 1998 avec l'arrivée de l'AFDL, c'est presque le même scénario qu'on est en train de vivre aujourd'hui. Je pense, à mon avis, que ce problème ne peut pas se régler au niveau de cette conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Pourquoi? Pour une raison. Il y a actuellement, on dit que c'est le président ougandais qui est président de la dite conférence, M. Yoweri Museveni. Mais ne perdons pas de vue que l'Ouganda est accusé, comme le Rwanda, de mèche avec la soi-disant rébellion du M23 en République démocratique du Congo. Ceci dit, je me demande comment un acteur aussi important comme l'Ouganda peut présider une telle conférence afin d'amener la paix au Congo. Je doute fort que l'Ouganda peut être bien disposé à nous amener la paix en tant qu'acteur principal dans ce qui se passe au Congo. Il aurait fallu peut-être que ce soit une réunion, je dirais beaucoup plus au niveau de l'Afrique centrale. Je comprendrais qu'à ce moment-là, on aurait trouvé des acteurs beaucoup plus neutres afin de présider ce genre de réunion pour essayer d'amener la paix en République démocratique du Congo. Ceci dit aussi, je crois qu'il y a aussi notre partie peut-être du conflit que peut-être qu'on va regarder un peu plus tard. Parce qu'il faut comprendre c'est quoi les motivations du Rwanda et de l'Ouganda d'essayer de maintenir l'insécurité en République démocratique du Congo. Je crois que c'est toute cette question qu'il faudra essayer de voir. Je crois qu'à ce niveau-là, c'est peut-être quand on va continuer avec le débat que je pourrais donner d'autres points de vue. Mais à la question telle qu'elle a été posée, je pense que l'Ouganda, je ne peux rien attendre de spécial de l'Ouganda parce que l'Ouganda est acteur principal dans le conflit actuellement. Merci beaucoup pour la réponse. En tout cas, vous avez brossé la situation en général. Mais je voulais juste faire une petite mise au point. Comme je l'ai dit tantôt, l'idée a été lancée au milieu des années 90, mais elle s'est matérialisée en 2000. Cela veut dire que, oui, c'est vrai, on parle là du génocide rwandais, mais qui a eu des répercussions immédiatement sur la République démocratique du Congo. Ne perdez pas de vue qu'après ce génocide, il y a eu des milliers de Rwandais qui se sont déversés en République démocratique du Congo, parmi lesquels les FDLR qui sèment la mort aujourd'hui en République démocratique du Congo. Donc, l'idée s'est matérialisée lorsque les problèmes s'est déplacé du Rwanda vers la République démocratique du Congo. Et en 2000, il y avait une nécessité pour trouver une façon de mettre en place des mécanismes pour solutionner les problèmes de la région. C'est ainsi qu'on a convoqué cette conférence. Et cette conférence a été institutionnalisée comme une organisation. Et là, elle est restée comme une organisation, mais elle a gardé le nom de conférence internationale. Alors, vous l'avez évoqué clairement, étant donné que l'Ouganda est accusé par la République démocratique du Congo, mais aussi et surtout par les rapports des experts des Nations Unies, qui disent dans leurs rapports que le Rwanda et l'Ouganda soutiennent militairement les rebelles du M23. Mais je vais, comme je l'avais dit tantôt, je vais mettre une petite mise au point parce que on a pensé que c'est la conférence, donc la CIRGL, qui allait solutionner les problèmes. Alors, si aujourd'hui c'est le président Museveni qui préside donc les négociations, c'est parce que c'est lui qui assure la présidence actuellement de cette conférence. Ça, c'est une mise au point. Mais on va
parlé en long et en large pour montrer comment on ne peut pas, pour des analystes sérieux qui analysent la situation de la région, ne croient pas que la solution peut provenir de cette conférence, étant donné que la personne même qui préside la conférence actuellement est impliquée, donc est juge et partie. Alors, nous allons revenir maintenant à notre deuxième invité, s'il a un commentaire à ajouter. Tout à fait, Isidore. Je pense que quand je suis votre intervention, donc vous me dites que cette histoire de conférence a été préconçue en 1990. Donc c'est un prélude au génocide, c'est-à-dire on préparait déjà des problèmes pour trouver un cadre de résolution des problèmes. Donc le cadre qui est cette conférence internationale des pays de la région du Grand Lac. Ce n'est pas une première institution dans cette région-là. Nous avons connu le CPGL, donc c'était conçu presque pour les mêmes raisons. Mais cette fois-là, c'était beaucoup plus pour des raisons de développement. Dans quel CPGL, c'est le Congo, en son temps, le Zaïre qui avait beaucoup perdu, puisqu'on a vu les gens de la région, c'est-à-dire les Rwandais, les Burundais, qui se sont déversés au Congo pour les études universitaires en général et qui ont étudié avec la bourse congolaise aux Zaïroises en ce moment-là. Bon, aujourd'hui, vous nous dites qu'à partir de 2000, on a mis en action cette dite conférence pour résoudre le problème de la région. De quelle région parlez-vous? De quel problème parlez-vous? Il n'y a que les deux pays qui se créent des problèmes jusque-là. Alors, pourquoi dites le problème de la région de Grand Lac? Nous connaissons qu'il y a celui qui crée des problèmes, c'est le Rwanda. Et nous savons, celui qui subit les conséquences, c'est le Congo. Alors, pourquoi voudrez-vous mettre une histoire toute grande pour gaspiller beaucoup d'argent et d'énergie, comme conférence internationale pour le problème de la région? Tout ça, ce sont des futilités. Le problème est connu, le problème peut être résolu par la bonne foi. Aussi, pour paraphraser mon ami Antoine qui aurait intervenu quelque temps, et vous l'avez dit aussi, Museveni, qu'il soit président de cette dite conférence ou pas, il est mal indiqué pour résoudre le problème actuel du pays. Nous savons que Museveni, on a parlé des gens qui ont dérobé la banque centrale à Goma. Ce sont les gens qui sont venus de l'Ouganda avec des machines ougandaises. Donc, alors, comment voulez-vous amener quelqu'un comme ça pour qu'il soit encore président de la conférence? Donc, ça, c'est ridicule. Ok, si je comprends bien, mes deux intervenants sont d'avis que la solution ne va pas provenir de cette organisation. Mais je voulais encore faire encore une petite mise au point. La conférence, contrairement à la CPGL qui était composée de 3 pays, le Rwanda, le Burundi et la RDC, la conférence internationale sur la région des Grands Lacs a été mise en place en 2000 lorsque le Conseil de sécurité a demandé que cela se tienne. Et la conférence est composée de 11 pays. Parmi les 11 pays, il y a 9 pays qui sont limitrophes à la République démocratique du Congo, plus les Kenyans. Les Kenyans, parce que c'est dans ce pays que la conférence s'est tenue pour la première fois. Donc, si vous regardez bien, vous allez voir que la pièce maîtresse de la conférence, c'est la RDC, parce que c'est là qu'il y a des problèmes, parce que c'est la RDC qui a des frontières avec tous les pays qui composent cette organisation. Donc, la conférence a été mise en place pour solutionner les problèmes de la région, mais principalement les problèmes de la République démocratique du Congo. Nous le savons tous que les conflits en République démocratique du Congo sont instrumentalisés par certains pays voisins, que les rapports des Nations Unies a cités, que le gouvernement congolais acquise. Nous savons que actuellement, c'est l'un des membres de cette conférence qui est accusée dans les rapports des Nations Unies, mais également par le gouvernement congolais, qui préside actuellement la conférence des Nations Unies de la région des Grands Lacs. Pensez-vous que la solution durable du conflit en République démocratique du Congo peut provenir de cette conférence?
Je laisse la parole à mes deux invités, Antoine et Don. Celui qui a réponse à cette question, je vous laisse le micro. Oui, je pense que, Isidore Sedan, je pense que la réponse revient à la même question que vous avez posée il y a quelque temps. D'abord, la nomenclature, c'est-à-dire la façon dont on a libellé cette dite conférence. Comment elle peut être internationale et s'occuper du problème de la région du Grand Lac africaine? Ça n'a pas de sens. Ce sont les histoires qu'on cherche à monter de toutes pièces pour des raisons évidentes. Et nous savons que le plus grand problème dans cette région, ce ne sont pas les 11 pays. C'est le Congo qui est scandaleusement riche, dont la population est scandaleusement pauvre aussi. Donc le problème doit être résolu dans ce sens-là. La conférence internationale, c'est une manipulation. Les problèmes du Congo ont été créés au vu et au su de tout le monde avec cette histoire qu'on a appelée génocide au Rwanda. C'était un problème rwandais qu'il fallait résoudre au Rwanda. Bon, quand nous avons commencé le problème actuel, donc puisque c'est de l'actualité que nous parlons, c'est-à-dire le groupe de ces aventuriers qu'on appelle M23, venus au pays, qu'on a illégalement incorporés dans l'armée congolaise. Et ces gens, ils se disent congolais, on leur demande d'aller servir le Congo à l'intérieur, c'est-à-dire plus loin de l'est de la République. Ils se rebellent. Nous demandons si réellement ils sont congolais pour défendre l'intégrité congolaise. Ils ne le sont pas, ils disent qu'ils veulent garder les leurs. Qui sont les leurs? S'ils sont congolais, les leurs sont des Congolais. Disons que cette conférence, il faut l'oublier. Il faut chercher à résoudre le problème en nommant l'agresseur contre l'agressé et résoudre le problème. Vous voyez juste quand l'Angleterre, qui appuyait le Rwanda, ensemble avec les États-Unis d'Amérique, la semaine qui s'écoule, ils ont dit « Nous coupons notre aide avec le Rwanda ». Tout de suite là, les soi-disant M23 ont replié. Donc ils ont dit qu'ils quittent Saké, ils quittent aussi Goma pour répondre aux accusations. Puis ça commence à être sérieux. Puisque chaque fois qu'on accuse Kagame, il dit non, I'll split the beans. Donc, je vais étaler tout en public. Qu'il étale ce secret-là. Donc, est-ce qu'on l'utilise? Comment utiliser Mobutu en ce temps pour la guerre froide entre les États-Unis et l'URSS? C'est comme ça que ces messieurs est utilisé pour de fins économiques dans la région du Grand Lac. On ne sait pas. Donc, la question reste à ce niveau-là. L'Angleterre, l'Amérique soutient ces brigands de Kagame. Et maintenant, quand la pression commence à augmenter de tous les côtés du point de vue international, ils commencent à lâcher. Alors, si je comprends bien, mais des intervenants ne sont pas d'avis que la conférence internationale sur la région des Grands Lacs peut ramener la paix en République démocratique du Congo. Alors, si je voulais ajouter une chose aussi. Je crois que ça, on s'est convenu là-dessus. On ne peut pas espérer que cette soi-disant conférence dirigée par M. Yoweri Museveni, qu'elle ramène la paix. Je crois qu'on a donné la raison. Museveni est acteur dans le conflit actuellement en République démocratique du Congo. Ce qui fait qu'en tant qu'acteur qui soutient le mouvement d'aventuriers du M23, ce qui fait que Museveni fait partie du groupe de M23, c'est-à-dire c'est un acteur dans le conflit. Donc, d'une manière ou d'une autre, il ne peut pas se condamner. Il ne peut pas être jugé parti, comme vous l'avez dit tantôt. Donc, c'est exclu cette histoire-là. Je crois que la meilleure solution, je crois qu'il y a beaucoup de phases dans lesquelles le Congolais, on doit essayer de regarder. Bien sûr qu'un peu plus loin, je crois que peut-être qu'il y avait une solution militaire, diplomatique et politique. Mais il y a un aspect sur lequel je voulais m'étaler pour l'instant, hein, parce que je sais qu'on va parler de l'option militaire. Okay. Diplomatique et politique après. Mais il y a un aspect sur lequel moi je voulais m'étaler pour l'instant, c'est l'aspect du public congolais, le peuple congolais. Je crois que c'est ce point peut-être sociologique et culturel qu'il faudra essayer aussi de regarder quand on fait la recherche de solutions. Le peuple congolais, comment est-ce qu'il prend sa souveraineté en main? Comment est-ce que le Congolais est-il capable de défendre sa nation? Je crois que c'est un des enjeux majeurs actuellement. Parce que la manière dont le Congolais va réagir, ça pourra donner des solutions. Mais tant et aussi longtemps qu'on n'essaie pas de regarder
sur le plan sociologique, sur le plan culturel, sur le plan de l'ensemble du peuple congolais. Parce que tout ce qu'on fait de toutes les façons, à un moment donné, on ignore un peu le peuple congolais. Il peut y avoir des solutions politiques, militaires ou diplomatiques, mais je crois que le gros du problème, c'est d'essayer de voir comment est-ce qu'on peut canaliser le peuple à qui appartient ce pays-là, à comprendre que c'est de sa survie que tout va se jouer. Donc, si le peuple n'ouvre pas l'œil, si le peuple laisse les choses se faire telles qu'elles sont en train de se faire, c'est comme j'ai entendu, par exemple, des gens dire que non, que ces gens du M23 viennent parce qu'ils sont maltraités par les FARDC. C'est bien beau ce langage-là, on a besoin de l'ennemi, mais la seule chose aussi qu'on ne comprend pas, c'est quoi? Des fois, c'est mieux de rester affamé chez soi que d'avoir l'ennemi qui vous donne à manger dans votre propre maison. Parce que le jour qu'il va vous égorger, il ne vous le dira pas. Je crois que ça, c'est un point très important. Je crois qu'au niveau de la population, c'est des choses qu'il faut aussi de regarder un peu de très près. Oui, merci. Non, monsieur Isidore, je voulais emboîter un peu l'idée de l'intervenant tout à l'heure. Oui. Donc, le peuple. Vous voyez que le Congo semble être un endroit où il y a tout. On parle qu'il a un grand nombre d'intellectuels qui sont éparpillés à travers le monde, qui ont étudié dans les grandes universités du monde. Mais ces gens-là, ils ne montrent pas la capacité de leur connaissance, ils ne mettent pas la valeur de leur savoir pour la défense de leur pays et le développement de ce dernier. Qu'est-ce que je voulais dire par là? Le M23, qui sont littéralement des étrangers, des brigands, puisqu'ils l'ont montré, ils sont venus à pied. En rentrant, on a vu les images, ils rentraient avec des camions, avec des matelas, avec des histoires. Comment un militaire peut aller à la guerre avec un matelas? Donc ça, c'est un problème. Ils repartent avec toutes les bonnes voitures qu'ils ont trouvées sur Goma, ils repartent avec tous les grands camions qu'ils ont trouvés sur Goma, et ils demandent à ce qu'on puisse avoir une conférence entre Congolais, et les Congolais de l'étranger, ils disent non, nous voulons aussi faire partie de cette conférence-là. Nous voyons l'opposition qui est à Kinshasa, ils veulent aussi aller là-bas pour aller discuter avec le gouvernement, avec les rebelles brigands autour de la même table. Moi, je pense, pour ma part, je pense qu'on devrait commencer d'abord par bouter ces étrangers dehors pour qu'on résout le problème en tant que Congolais. Voilà. Et puis, l'autre chose, parce que la question qu'il faut ajouter là-dessus, quand on parle de ces gens du M23 qui sont en train de piller Goma, qui prennent les véhicules, qui prennent toutes des choses, qu'ils amènent avec eux, ils amènent ces choses-là où? Ça, c'est la question qu'il faut se poser. Rwanda, évidemment. Un Congolais qui prend du matériel, qui prend les véhicules, il va les amener où? Il ne peut les amener qu'au Congo. Eux, ils sont vraiment à la frontière. Quand ils prennent ça, c'est-à-dire qu'ils amènent quelque part. Okay. C'est déjà une raison. C'est déjà une raison pour dire que ces gens-là, il y a très peu de Congolais dans ce mouvement. C'est la majorité des gens, c'est des gens qui viennent de l'extérieur. Quand on vient de l'extérieur, ça veut dire qu'on ne vient pas du Congo. Quand on ne vient pas du Congo, ça veut dire qu'on n'est pas Congolais. Alors, je crois qu'il est grand temps pour le Congolais d'essayer de comprendre que ce n'est pas le moment de plaire l'adversaire, de dire que non, qu'il vienne, il va s'installer chez nous et que cet adversaire va nous donner du miel. Je crois que c'est continuer à rêver. Je crois que ce qui est plus important, c'est que la population congolaise, qu'elle puisse se mobiliser, de comprendre qu'actuellement, on n'a pas un pouvoir, on n'a pas un ennemi au pouvoir. Ce qui est important, c'est de comprendre que nous avons un seul ennemi actuellement en situation de guerre. Le seul ennemi que nous avons, c'est le M23. Il faut d'abord essayer de se débarrasser du M23. Quand on se sera débarrassé de ce mouvement fabriqué de toutes pièces par le Rwanda et l'Ouganda, à ce moment-là, s'il y a discussion à faire, on va faire des discussions entre Congolais. Je crois que c'est à ce niveau-là qu'on doit essayer de regarder le problème. D'accord, j'ai compris bien. Ok, je disais qu'on a compris, on doit avancer. Si je vous ai bien compris, vous êtes en train de nous dire que la solution ne va pas provenir de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Alors, la deuxième question est celle-ci. Le gouvernement congolais a évoqué 3 options pour régler les problèmes en République démocratique du Congo. Ils ont évoqué l'option militaire, l'option politique et l'option diplomatique. Alors, j'aimerais savoir, est-ce que vous estimez que ces options qui sont évoquées par le gouvernement congolais sont-elles à mesure de ramener la paix en RDC? Si tel est le cas, quels sont les préalables pour arriver à une paix durable?
Toutefois, la réalité, c'est que ce qu'ils ont proposé comme solution, c'est les seules solutions qu'ils pouvaient proposer. Il n'y en a pas d'autres. Donc, c'est juste une solution militaire parce que c'est un problème de guerre. C'est une solution diplomatique pour essayer de résoudre le problème. Et puis, la solution politique, je crois que c'est la plus mitigée des trois solutions. Pourquoi je dis que c'est la plus mitigée des trois solutions? Je serai de l'avis de la solution militaire et de la solution diplomatique. La solution politique, j'ai beaucoup de doutes dans cette phase de solution politique. Pourquoi? Parce que je vais commencer par cette phase pour laquelle je doute beaucoup. Parce que quand on parle de solution politique, on parle de négociation politique. Quand on parle de négociation politique, c'est-à-dire on cherche à accommoder un groupe de gens dans la gestion politique du pays. C'est ça la réalité, quand on parle de gestion politique. Mais il faut qu'on essaie un peu de comprendre le fondement du problème actuel à l'est de la République démocratique du Congo. Il est prouvé noir sur blanc que ces gens-là n'ont pas une conviction politique. Ils n'ont aucune conviction politique. Ces gens-là ne sont pas là pour servir le Congo ou pour défendre le Congo. Ils l'ont dit clairement et à maintes reprises qu'ils sont là pour défendre les Tutsis congolais, s'il y en avait. Je dis bien s'il y en avait. Mais quand j'essaie de regarder dans l'histoire du Congo, jamais le Tutsi qui a vécu au Congo a été maltraité. En aucun moment. Et je ne peux pas comprendre qu'aujourd'hui, au XXIe siècle, que des gens se réveillent du jour au lendemain pour nous dire que non, nous on ne peut pas aller à l'ouest, on ne peut pas aller au Kasaï au centre, on ne peut pas aller dans le sud au Katanga, on ne peut pas aller dans le nord-ouest à l'Équateur. Nous voulons rester dans la province du Nord Kivu. À défaut, on peut aller jusqu'au sud du Kivu. Il faut se poser la question. Quand on est Congolais, au Congo, on ne dit pas que les Tutsis doivent vivre à l'est du Congo. Ce n'est pas dit ça. Mais ces gens-là, pourquoi ils ne peuvent pas protéger les Tutsis congolais, s'il y a des Tutsis au Congo, bien sûr? C'est parce que le Congolais doit vivre partout où il veut. Si la théorie du Congo est que le Congolais doit vivre partout où il veut, ça veut dire que nous avons des Tutsis au Bas-Congo. Mais pourquoi ces militaires refusent d'aller protéger les Tutsis qui sont au Bas-Congo? Parce que le Congolais doit vivre partout où il veut. Et qu'il y a des Tutsis congolais qui doivent vivre alors à Muchacha ou à Sandoa dans le Katanga. Pourquoi ces militaires du M23 refusent d'aller à Muchacha et à Sandoa au Katanga pour protéger ces Tutsis congolais? Alors, ça, c'est la grosse question qu'il faut se poser. C'est à ce point-là que je dis qu'on doit faire très attention avec la solution politique parce qu'il est prouvé, avec cette façon de regarder les choses, il est clair que ces gens ne protègent pas les Congolais. Il est clair que ces gens sont des étrangers qui veulent protéger certains intérêts beaucoup plus économiques. Alors, se retrouvant dans une situation où ils sont découverts par la communauté internationale, alors on veut s'immiscer dans la gestion politique du pays. Donc, or, en les ingérant dans notre gestion politique, ils vont continuer à nous contrôler. On sait qu'il y a déjà un bon nombre qui font partie de cette situation-là. Ce qui fait que moi, la solution politique, je crois que c'est une solution où il faut être très très prudent en adoptant cette philosophie-là. Les deux solutions, la solution militaire et la solution diplomatique, je serai d'accord avec les deux options. Pourquoi la solution diplomatique? La solution diplomatique, c'est tout simplement qu'il y a des États étrangers qui sont impliqués dans la situation actuelle. Alors, il faut commencer par rompre les relations diplomatiques avec ces États-là. Il faut être dur. Qu'on essaie de montrer à la face du monde que nous sommes sérieux. On rompt les relations diplomatiques avec le Rwanda, on rompt les relations diplomatiques avec l'Ouganda, et à ce moment-là, on peut chercher un médiateur qui va négocier avec le Rwanda. Ou à défaut, on dit clairement au Rwanda, écoutez, il y a des preuves, les preuves sont là, nous avons rompu les relations diplomatiques jusqu'à ce que cette guerre, vous allez mettre fin à cette guerre. Ça, c'est au niveau diplomatique, c'est parce qu'il y a ces États étrangers qui sont impliqués, qui sont derrière le M23. Et d'ailleurs, la preuve en est que quand l'armée congolaise avait attaqué le M23, on se rappellera bien que ces gens-là avaient fui vers les montagnes, vers la frontière. Ils étaient complètement détruits, ils n'avaient plus rien. Mais au bout d'un mois, eux qui étaient des centaines, ils se sont retrouvés à des milliers. Ok, tu peux te résumer un peu parce qu'on va avancer. Alors, pour la solution militaire, malheureusement, c'est ça la grosse question que nous avons, en ce sens que nous avons une armée, je m'excuse de le dire, mais quand je regarde l'histoire de notre armée, depuis des années et des années,
notre armée se comporte de la même manière. Quand il entend les armes de l'adversaire, souvent ils ont tendance à prendre deux options, piller les civils et fuir. Malheureusement, c'est un peu dans ce contexte-là qu'on se retrouve. Il est difficile de comprendre que ces brigands qui viennent du Rwanda, des jeunes gens, si on avait une armée et qui sont à peu près 2000, on a une armée de 20 000 personnes ou plus que ça. Comment 20 000 personnes peuvent fuir devant 2000 personnes ou 1000 personnes? Il y a un problème qu'on doit se poser. Alors, je crois que c'est un peu à ce niveau-là, mais je crois que c'est l'option qu'il nous faut, c'est l'option militaire et l'option diplomatique. D'accord. Avant de donner la parole à Don, je voudrais faire un petit résumé. J'ai compris que vous privilégiez l'option militaire et diplomatique. Vous estimez que l'option politique est trop dangereuse, étant donné qu'on ne connaît pas exactement les origines de ces gens-là qui font la guerre à l'est de la RDC. Non, ce n'est pas qu'on ne connaît pas exactement leur origine. On connaît leur origine parce que si c'était des vrais Congolais, ils auraient accepté d'aller à l'ouest. Ils auraient accepté d'aller à l'Équateur. Ils auraient accepté d'aller à Kinshasa. Ils auraient accepté d'aller au Kasaï. Mais pourquoi ils veulent se confiner qu'à l'est du Congo? Ça veut dire qu'il n'est pas congolais parce que le Congolais doit vivre partout au Congo. Ok. Alors, je voudrais que nos interlocuteurs nous suivent exactement très bien parce que notre émission d'aujourd'hui, c'est de montrer comment la conférence peut, oui ou non, régler les problèmes en République démocratique du Congo. À la première question, tout le monde, mes deux invités, sont d'avis que la conférence ne peut pas régler les problèmes en République démocratique du Congo. La deuxième question, c'était les options que le gouvernement congolais avait mises sur la table, à parler de l'option militaire, politique et diplomatique. Mon invité Antoine est d'avis que c'est l'option militaire et l'option diplomatique. Je voudrais revenir toujours à la question principale qui est la conférence. L'option militaire, si on veut aborder l'option militaire, on a vu que l'armée congolaise n'a pas tenu face au M23. Au tout début, on nous a parlé de 600, après on a parlé de 2000, qui doivent mettre en déroute toute une armée. Ça, on doit se poser des questions s'il y a quelqu'un derrière ou il y a un puissant derrière qui est en train de prendre l'image ou de prendre le visage du M23. Ça, c'est une question. L'autre question, l'option diplomatique. Aujourd'hui, les négociations se font à Kampala, en Ouganda, et l'Ouganda est impliqué dans les conflits en RDC. Et c'est l'Ouganda qui est en train de présider ces négociations-là. Est-ce que vous pensez que l'option diplomatique peut être dégagée au sein de cette conférence-là? Je voudrais que vous puissiez, donc mes deux invités, puissent expliquer clairement si vous pensez que c'est l'option diplomatique. Mais est-ce que vous pensez que c'est la conférence qui peut solutionner sur le plan diplomatique les conflits en RDC? Écoutez-moi, Isidore, je voudrais un peu intervenir parce que mon ami a pu intervenir avant. J'ai quelque chose à dire là-dessus avant qu'on aborde le point purement diplomatique. Et je sais que vous aimez bon la diplomatie puisque vous étiez dans ce domaine-là. Mais néanmoins, à répondre à ce que le gouvernement a synthétisé en 3 points, militaire, politique et diplomatique. Et vous avez posé la question de savoir s'il y a un préalable à mettre avant de tous ces problèmes. Je dis d'abord, quand vous lisez les 3 éléments du gouvernement, il y a confusion. Confusion pour dire que les militaires, on comprend que c'est la guerre qui est là, mais diplomatique, avec qui? Dès lors que nous savons que la rébellion n'a pas une représentation politique, où donc, ils sont représentés pour aller négocier avec un gouvernement qu'ils ont mis en place. Donc quand on parle de diplomatique, donc, ils ont en vue que nous sommes agressés par l'étranger pour qu'on parle de négociations diplomatiques. Et politique, nous savons que ces gens-là, ils sont en train de se métamorphoser chaque fois qu'il y a une situation qui se présente. Ils sont venus pour dire, nous voulons défendre les revendications signées le 23 mars 2009.
C'est comme ça qu'ils se sont dit d'abord. Donc, ils voudraient qu'ils soient reconnus leurs titres, ils sont tout ça sans aller dans l'école militaire, ils veulent des commandants, des capitaines, des généraux. C'est ce qu'ils cherchaient. Ils cherchaient ce qu'on leur paye de montants bien fournis pour qu'ils se sentent qu'ils sont en train de défendre leur territoire à eux, les Tutsis. Bon, subitement après, ils ont pris Goma, ça change. Oh non, nous sommes en train de défendre que le gouvernement reconnaisse d'abord l'échec de Kabila, ce qui est une chose. Si les élections n'étaient pas bien organisées, nous sommes de l'avis que le gouvernement en place doit être cautionné. Mais quand ils disent non, il faut reconnaître Tshisekedi, il faut reconnaître les Tutsis, non, mais ils sont en train de nous mettre de la poudre aux yeux. Nous devons, préalable, pour être bref, mettre d'abord ce soi-disant M23 hors d'état de nuire. Tous les Congolais doivent cesser d'être de l'opposition, doivent cesser d'être du gouvernement, doivent cesser d'être de la diaspora, être d'abord Congolais, boutre ces gens dehors, et maintenant nous allons nous mettre ensemble pour résoudre le problème congolais. Voilà. Merci, je comprends bien. Je voudrais quand même revenir, je voudrais quand même que les gens qui nous suivent comprennent exactement c'est quoi les problèmes, dans quelle mesure la conférence internationale sur la région des Grands Lacs peut ou ne pas résoudre les conflits en République démocratique du Congo. Sur le plan militaire, la conférence a proposé le déploiement de 4000 hommes à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo. Pensez-vous que cette force-là va effectivement être déployée? Ça, c'est un. De deux, est-ce que cette force-là sera en mesure effectivement de ramener la paix quand on sait que la mission des Nations Unies, qui est composée d'à peu près 17 à 18 000 hommes bien payés, bien équipés, n'ont pas pu arrêter la progression du M23? Est-ce que vous pensez que la force de 4 000 hommes, qui est hypothétique parce qu'on ne sait pas qui va financer cette force, qui va équiper cette force, elle va provenir d'où? On a dit que les pays qui sont impliqués, la RDC, le Rwanda et l'Ouganda, ne vont pas envoyer des hommes là-bas. Mais on sait bien que sur le plan militaire, il n'y a aucun pays qui va accepter d'envoyer ses militaires dans une région qui est, dont on sait que c'est les pays limitrophes qui créent la situation qu'il y a au Congo, et que, étant donné justement qu'ils sont à la frontière, ils peuvent facilement utiliser tout leur armement pour déstabiliser aussi bien cette force et comme ils le font en République démocratique du Congo. Est-ce que vous pensez que cette force neutre sera déployée à la frontière entre le Rwanda et la République démocratique du Congo? Je voudrais vous entendre sur ce point-là. Monsieur Zido, je crois que peut-être la question est un peu mitigée en ce sens que, bon, moi j'ai quand même un point de vue. Quand on parle de la force neutre, c'est quand cette force neutre? Je crois qu'on n'est même pas encore rendu là. Parce qu'il faudrait qu'on sache que cette force neutre, c'est quoi son mandat? Parce que quand on parle d'une force neutre, il faut connaître son mandat, c'est lequel? Son mandat, c'est de neutraliser le M23. Son mandat, c'est de neutraliser les différents mouvements de pillage, les différents mouvements de pilleurs qui sont à l'est de la République démocratique du Congo. Ouais, parce qu'il faudrait qu'on définisse cette force neutre. Ceci dit, je reviens un peu à cette histoire que je disais tantôt de diplomatie et de la solution militaire. Quand on parle de la diplomatie, je crois qu'il y a plusieurs façons d'amener notre diplomatie, pas seulement avec cette conférence dirigée par Museveni. Le Congolais doit se réveiller, on l'a dit tout à l'heure. Le Congolais doit cesser d'être de l'opposition. Le Congolais doit cesser d'être du pouvoir. Le Congolais doit d'abord être Congolais et mettre l'intégrité du Congo avant tout, avant notre volonté de partisanerie. Je crois que ceci dit, ça veut dire qu'on peut aller avec une démocratie, une diplomatie. On peut voir n'importe quel pays. Le problème, c'est quoi? C'est d'amener d'abord certains pays qui donnent à manger au Rwanda, de faire pression sur le Rwanda et l'Ouganda à arrêter, à armer le M23 et à retirer leurs hommes. C'est là que la diplomatie doit jouer. Parce qu'à partir du moment qu'on va réussir à amener le Rwanda et l'Ouganda à arrêter, à amener leurs hommes sur le territoire congolais, on aura un point de gagné. Le deuxième point de gagné, c'est quoi? C'est clair. La seule façon aussi qu'on peut mettre cette histoire
fin à cette guerre, c'est d'autoriser les Rwandais qui sont au Congo, les Hutus rwandais, c'est les fédérés qui sont au Congo, de retourner au Rwanda. C'est tout à fait clair. Si le Rwanda veut semer l'insécurité chez nous, la seule façon d'être en paix, c'est de ramener l'insécurité au Rwanda. C'est une des solutions militaires. C'est de trouver une façon de canaliser aussi, d'aider ces gens-là à retourner chez eux. On leur dit, vous n'êtes pas chez vous ici, nous vous donnons tout ce qu'il faut, s'il faut les armer aussi, donnez-leur les armes, qu'ils entrent chez eux. Non, attendez, je vais peut-être mettre les choses au clair. Je pense que la solution, comme vous l'avez évoqué, la solution diplomatique, elle peut tenir la route. Mais il faudrait que la diplomatie congolaise puisse, dans son cahier des charges, évoquer cette question-là. Parce que ces gens-là, les FDLR, on sait bien que ce sont des citoyens rwandais. Ils doivent retourner chez eux. Le gouvernement rwandais doit mettre en place un mécanisme, ce n'était pas moi politique, entrer en consultation avec les gens, les Hutus rwandais qui sont établis en République démocratique du Congo. Monsieur Isidore, oui. Écoutez, c'est encore une fois un peu de bruit qu'on amène là-bas. Le Rwandais et les Interamoués, ce n'est pas notre problème. Le problème que nous parlons ici, donc, c'est le problème du Congo. Ça, c'est mon point de vue. Vous avez insisté beaucoup sur la conférence internationale sur la région du Grand Lac, que moi je trouve que d'abord cette histoire n'existe pas. Quand nous discutons sur cette histoire-là, c'est comme si on donnait de la valeur sur un ballon d'air. À l'intérieur, il n'y a rien. C'est une histoire qu'on a créée de toutes pièces pour continuer à piller le Congo. Maintenant, moi je voudrais venir sur la question très importante que vous avez posée. Vous dites, cette dite conférence a jugé bon de trouver une force neutre à mettre à la frontière de deux pays. Bon, de quel côté? Quand on parle de la frontière, eh ben, y a une ligne de démarcation. Est-ce que cette force sera du côté congolais ou cette force sera du côté rwandais? Mais à ce que nous avons appris, c'est du côté congolais. Donc, en plus de 17 000 casques bleus que nous avons qui sont en train de violer les filles, qui sont en train de semer les désordres là-bas, malgré qu'ils sont bien équipés et bien payés, ils sont en train d'engrosser nos jeunes filles, ils sont en train de saouler nos jeunes filles qui ne vont plus à l'école dans les régions où ils sont, et il faut encore ajouter 40 autres 1000, ça c'est génocidaire. Ça c'est suicidaire. Je pense qu'on doit revenir à la question. Ce que vous dites là, vous avez parfaitement raison, mais seulement, je voudrais, sur base des propositions qui ont été faites par les gouvernements congolais, à savoir, nous avons 3 options sur la table. Nous avons l'option politique, nous avons l'option militaire, nous avons l'option diplomatique. Nous avons vu que l'option militaire a montré ses limites parce que les militaires congolais se sont retirés, les M23 a pris la ville de Goma. L'option ils ne sont pas retirés, ils ont fui. Ils ne sont pas retirés, ils ont fui. Vous allez utiliser le terme que vous voulez, mais il se fait que le M23 a pris la ville de Goma, nos militaires se sont retirés. Alors, l'option diplomatique, vous le dites bien. Moi, je voudrais parce que même si vous n'êtes pas d'accord avec la conférence, mais il se fait que c'est elle maintenant qui est en train de négocier la paix en République démocratique du Congo. Alors moi, ma question, c'est de savoir, sur le plan diplomatique, est-ce que vous pensez que c'est cette institution qui peut nous aider à ramener la paix en République démocratique du Congo, sur le plan diplomatique? Alors, une fois que nous avons répondu à cette question, nous allons maintenant voir sur le plan politique, qu'est-ce qu'on pourrait avoir comme préalable pour qu'il y ait une paix durable en République démocratique du Congo. Je vous laisse la parole. Je disais tantôt que la diplomatie peut ramener la paix, mais pas avec la conférence telle que, avec son image actuelle, où c'est Museveni qui dirige cette conférence-là. Pourquoi? On l'a dit bien, on le répète encore une fois, Museveni est acteur dans le conflit. Museveni soutient le M23. Donc il ne peut pas être jugé parti. Ce qui fait que la diplomatie, on peut la faire autrement. C'est-à-dire que ce n'est pas nécessairement au niveau de cette conférence que la diplomatie peut résoudre le problème. La seule façon qu'on peut résoudre le problème diplomatiquement, c'est d'amener les puissances qui soutiennent Museveni, qui soutiennent Kagame, à arrêter, à faire pression sur ces deux messieurs pour qu'ils retirent leurs troupes
de la République démocratique du Congo. C'est à ce niveau-là que la démocratie va réussir, la diplomatie va réussir. Ce n'est pas en allant négocier à la table avec Museveni. On va passer des heures et des heures. Museveni sait que ces hommes sont au Congo en train de piller. Ils vont lui ramener le butin. Ils vont lui ramener tout ce qu'ils vont piller au Congo. Ils vont lui ramener de l'or. Ils vont lui ramener du coltan. Kagame en sait de même. Ce qui fait que ce n'est pas avec eux qu'on peut espérer quelque chose. La seule façon que la diplomatie peut réussir dans ce dossier-là, ça doit être une diplomatie collective. Pendant que notre ministre des Affaires étrangères est en train de faire sa ronde, il faudrait que chaque Congolais, partout où il se trouve, c'est là qu'on a dit qu'on doit cesser d'être de l'opposition et d'être du pouvoir. On doit être Congolais. Chacun, on peut se battre à une façon. Je peux donner un exemple ici. Les gens sérieux peuvent se réunir. Allez voir le ministre des Affaires étrangères du Canada ici. Aux États-Unis, on peut aller voir au département d'État. On peut faire pression aux parlementaires. On peut faire pression aux différents parlementaires à travers le monde. Au Canada, aux États-Unis, à Paris. De façon que ces gens-là puissent parler avec leur gouvernement. Qu'on fasse pression sur Kagame et Museveni. Et je crois que cette histoire prendra fin. Parce qu'à chaque fois que les grands parlent, je crois que Kagame écoute. Mais si c'est une discussion entre nous-mêmes, ça ne donnera pas de solution sur le plan diplomatique. Ok, je comprends bien votre position, mais je voudrais juste faire une mise au point. Moi, il y a 2 semaines, j'ai écrit un article pour montrer que la RDC pouvait utiliser la Convention de Vienne pour suspendre ses relations diplomatiques avec les pays agresseurs. Parce que je pense que avant que nous demandions aux autres de prendre des sanctions contre les agresseurs, il faudrait que nous-mêmes, il faudrait que la République démocratique du Congo prenne des sanctions. Et sur le plan diplomatique, ce sont des principes qui sont connus par tous les diplomates. Lorsque le pays n'est pas content d'un autre pays qui a commis un acte inamical, ben, la première chose, il va convoquer l'ambassadeur de ce pays-là pour qu'il s'explique. La deuxième chose, si les explications ne sont pas convaincantes, la deuxième chose, il rappelle son ambassadeur, il renvoie l'ambassadeur du pays inamical. La troisième chose, il suspend ses relations diplomatiques avec ce pays-là. Ça, c'est connu et ça se fait toujours, on le voit. Mais la République démocratique du Congo n'a pas encore fait cette démarche-là. Pourquoi nous allons seulement demander aux autres de faire ce que nous ne pouvons pas faire? Non. Dans mon intervention, j'ai commencé, je crois, au début. Au début, j'avais dit qu'on devrait suspendre les relations avec ces pays-là. Voilà, il fallait commencer par là. Je vais vous laisser la parole. Dès que le rapport des experts des Nations Unies est sorti, on a vu les États-Unis qui ont gelé l'aide au Rwanda, la Grande-Bretagne, on a vu la Belgique aussi en dernier lieu. Mais qu'est-ce que la RDC a fait aussi pour montrer qu'elle n'était pas contente de ce qui s'est passé donc à l'est de son territoire? Ok, là, il faut tout de suite dire que la RDC, selon les informations que nous avons tous suivies, il y a eu cette pression au niveau du Parlement. Le gouvernement a dit, cela il faut prendre avec pincette, qu'on a déjà rappelé l'ambassadeur du Congo au Rwanda, au Kigali. Il est déjà au Congo sur place. Et que ce que les gens attendaient, c'est évidemment ce que vous avez dit, qu'on interpelle l'ambassadeur rwandais et qu'on puisse le renvoyer, puisque nous avons déjà rappelé le nôtre. Mais pourquoi le gouvernement tarde à renvoyer le diplomate rwandais de son pays? Donc c'est ça encore le plus grand problème que nous avons. Le problème que nous avons, le gouvernement a tardé même de reconnaître que nous sommes agressés. Est-ce que c'est un problème du maître et son chien, comme on dit, ou bien c'est vraiment un problème de la peur? C'est seulement après une grande pression que nous avons vu maintenant Mende à chaque bout de lèvre, il parle de l'agression du Congo contre le Rwanda. Mais c'est une bonne chose. Donc c'est-à-dire, maintenant, la diplomatie peut actionner. Mais comment pouvez-vous actionner cette diplomatie, que vous insistez bien en tant que diplomate ou bien conseiller de la diplomatie, si jamais tous les deux pays agresseurs ne reconnaissent pas être impliqués dans ce système? Ça sera un discours de sourd. Ok, maintenant, vous avez parlé aussi de l'option militaire. Tantôt, il y a quelques jours, nous avons suivi les porte-parole du gouvernement congolais dire que dans les faits, le gouvernement congolais est sous embargo, donc ne peut se procurer des armes. Mais nous avons suivi aussi la réaction
du porte-parole de la mission des Nations Unies en RDC, la MONUSCO, qui a dit que l'embargo ne concernait que les groupes rebelles et pas le gouvernement congolais. Et là, on ne sait pas qui dit vrai, qui ment, mais je voudrais juste revenir. Est-ce que vous pensez que, parce que vous avez évoqué l'option militaire, est-ce que vous pensez que l'option militaire peut tenir lorsque vous avez une armée avec des éléments indisciplinés, une armée qui n'est pas motivée, une armée qui n'est pas équipée, une armée qui est infiltrée? Est-ce que vous pensez que vous allez gagner la guerre sur le plan militaire? Fatalement, non. On n'a pas d'armée. Une armée doit être républicaine. Cette armée est infiltrée de fond en comble. Et cette armée, qu'on se le dise, parce qu'il faut être sincère, l'armée a cessé d'exister du temps de Mobutu vers ces dernières années. On n'a jamais réfectionné cette armée. Donc on a fait semblant de remettre les histoires en marche, ça ne marche pas. Et selon les informations récentes, il y a des formateurs américains, et du côté rwandais et du côté congolais. Ils forment les gens des deux part et d'autre. Quand les M23 ont été mis en déroute par les FARDC, ils sont allés vers le Rwanda. Ils sont revenus avec ces jeunes gens qu'on est en train de former dans le camp militaire par les Américains au Rwanda. Donc ça c'est un problème. Il y a des preuves, on a montré des photos, on a montré leur plan qu'ils avaient laissé quand ils fouillaient. Quand on les a encore traqués récemment par les FARDC. Donc nous avons des militaires qui peuvent faire quelque chose. Fort malheureusement, ils sont infiltrés et aussi mal payés pour les décourager. Donc je ne pense pas que l'option militaire peut réussir. C'est d'abord le nationalisme où tout le monde, tous les jeunes, inconditionnellement, doivent aller vers le service militaire, qu'on les enrôle comme le gouvernement avait lancé l'appel aux jeunes entre 18 et 25 ans de s'enrôler dans l'armée, qu'ils aillent nombreux s'enrôler, mais ils vont subir une formation par les Belges qui sont là et les Américains qui sont là, et c'est seulement à cette condition-là qu'ils peuvent faire une révolution à l'intérieur de l'armée pour faire partir tous ces aventuriers qui sont en train de nous ruiner. Ok, je pense que le temps avance. Je voudrais maintenant que vous puissiez évoquer l'option politique, parce que vous avez dit que l'option militaire, oui, on l'avait bien, mais on n'a pas une armée équipée pour ce faire. Vous avez dit que l'option diplomatique était bonne, mais que ce n'est pas à la CRGL qu'on devrait trouver la solution au problème du Congo. Alors, parlez-moi un peu de l'option politique. Qu'en pensez-vous des négociations qui sont en cours entre le gouvernement congolais et les M23? Et dans ces négociations, dans les déclarations que nous avions suivies du M23, ils disent que nous voudrions la participation de la diaspora, la participation de la société civile, la participation de l'opposition politique. Et tout ça là, ça doit se faire en dehors de la République démocratique du Congo. Donc, ça doit être présidé par le président en exercice actuellement de la conférence internationale sur la région des Grands Lacs. Je voudrais revenir là-dessus pour dire que la conférence, sa mission, son objectif principal, c'est de régler les conflits entre les États. Mais là, dans une solution politique, la personne qui va présider ces négociations-là, c'est celle qui représente la CRJL. Est-ce que vous ne trouvez pas que là, il y a déjà un problème, en vie, que peut-être les opérateurs politiques congolais n'ont pas vu ça? Je pense que ce qu'on doit faire, on doit essayer un peu de faire la part des choses dans ce qui se passe aujourd'hui en République démocratique du Congo. On parle de la solution politique. Je crois que je l'ai dit tantôt que ça va être l'une des pires solutions à essayer de trouver dans ce conflit. Tellement que les points sont interreliés là, je vais juste brosser un tout petit peu mon analyse sur le plan diplomatique militaire et puis je tire une conclusion vite fait avec la situation politique. Diplomatiquement, je crois qu'on peut gagner beaucoup de points en faisant tout ce qu'il faut, mettre la pression sur les grandes puissances pour qu'ils essaient de faire pression sur le Rwanda et l'Ouganda. Diplomatiquement, ce qu'on peut faire, on peut faire changer la mission de la MONUSCO en République démocratique du Congo, que ça soit une force d'intervention aux côtés de nos forces armées. Diplomatiquement aussi, on peut aller chercher de l'aide d'autres pays
qui peuvent se battre à nos côtés. Il y a des pays qui sont bien rodés, qui peuvent donner un peu de courage à nos militaires. Toujours ça, c'est sur le plan diplomatique, et qui s'aligne avec, sur le plan militaire, si on arrive à faire changer la mission de la MONUSCO, on arrive à appeler d'autres amis qui peuvent nous prêter des renforts, parce que nous sommes un État souverain. Nous sommes un État souverain, et il est clairement défini que le Rwanda et l'Ouganda sont impliqués dans ce qui se passe à l'est de la République démocratique du Congo. Ceci dit, je viens à la solution politique que je n'envisage pas tellement. Pourquoi? La première raison, sans dire d'abord ce que vous venez de dire, qu'une discussion politique qui doit être dirigée par Museveni. Encore une fois, Museveni est impliqué, Museveni a envoyé ses hommes. Donc lui donner l'opportunité de diriger ces négociations politiques, c'est lui donner l'opportunité de mettre ses pions à lui dans la gestion politique de notre pays, à cette gestion à laquelle je dis non, parce que nous, on ne peut pas le faire chez eux. Donc, ceci dit, je crois que sur le plan politique, les Congolais en général doivent faire très attention à ce que le M23 est en train de dire. Ce n'est pas parce que le M23 dit que nous voulons négocier qui est la diaspora. Quand on parle de la diaspora c'est qui? Ils veulent négocier avec qui? Quelle est cette organisation légitime reconnue en République démocratique du Congo qui représente la diaspora? Donc, on ne peut pas prendre la diaspora, lever du pied comme ça, que non, écoutez, allez, essayez de vous retrouver. C'est pour, encore une fois, mettre les gens en difficulté, en conflit, pour qu'ils essaient de nous manipuler, trouver les gens qui vont défendre leur cause. Je crois que ça, c'est de la poudre aux yeux. Ils nous disent qu'ils veulent parler des élections ou parler de l'opposition du Congo. Ça, ce n'est pas le moment. Eux ne sont pas Congolais pour nous dicter ce que nous devons faire. C'est totalement faux. Ils veulent trouver la sympathie d'une catégorie de Congolais pour s'opposer au gouvernement. Ils cherchent à diviser le Congo pour qu'ils arrivent à bien s'infiltrer. C'est là que nous devons faire très attention avec leurs revendications. Leurs revendications sont complètement injustifiées dans l'état actuel des choses. S'ils veulent revendiquer avec nous, s'ils veulent discuter avec le gouvernement, la première chose qu'ils doivent faire, qu'ils demandent d'abord aux Rwandais et aux Ougandais qui sont derrière eux de retourner au Rwanda et en Ouganda. Ça, c'est de un. De deux, leur première revendication, c'était de mars 2009. Ils voulaient les postes militaires. Ils voulaient je ne sais pas moi quoi. Quel genre de poste militaire qu'ils voulaient? C'est de la poudre aux yeux. La réalité, ils sont dans ce conflit-là pour des raisons économiques, pour servir leurs maîtres qui sont au Rwanda et en Ouganda. Ce n'est pas un problème de poste, c'est totalement faux. Ils cherchent à garder l'insécurité pour continuer à piller le coltan, à continuer à piller l'or, le diamant, tout ce qu'ils trouvent dans cette province-là. Tant et aussi longtemps que le gouvernement n'a pas de main mise sur cette province, c'est le Rwanda et l'Ouganda qui continuent à s'enrichir de ces matières-là. Et c'est ça la réalité avec le M23. Voilà, j'ai compris ça. Ben, on doit quand même être... on fait une analyse, on doit essayer d'aller mettre les points sur les i. On est en train de dire, les M23 a fait ça, les M23 a dit ça, les Rwanda a fait ça, l'Ouganda a fait ça. Mais quelle est la part du gouvernement congolais aussi dans ces conflits-là? Je voudrais quand même qu'on puisse aussi voir quel effort le gouvernement congolais fait aussi pour régler ces problèmes-là. Parce qu'ils savent, ils sont mieux informés que nous autres. D'ailleurs, on est vraiment très éloignés, à des milliers de kilomètres. On ne sait pas ce qui se passe là-bas. Et ils sont au courant de ce qui se passe là-bas. Ils sont au courant que les M23 est composé essentiellement des gens qui sont soutenus par les deux pays qui sont cités dans les rapports des Nations Unies. Mais, en même temps, ils acceptent, que ce soit l'opposition politique, que ce soit la société civile, ben, ils acceptent non seulement de se mettre autour d'une table avec les M23, mais d'aller les faire à l'étranger. Je voudrais quand même que vous puissiez éclairer les gens qui nous écoutent. Qu'est-ce qui devrait être fait? L'opposition est très dangereuse que le gouvernement actuellement. Pourquoi? Parce que l'opposition, elle mérite tout ce qu'on lui présente aussi longtemps que ce soit contre le gouvernement, même si c'est nocif. C'est dangereux. L'opposition, c'est une opposition congolaise. À l'état actuel, il devrait sensibiliser toute la population, de défendre, puisqu'il y a beaucoup d'éléments qui convergent en disant que ces soi-disant mutins, rebelles et étrangers, ils sont en connivence avec quelques personnalités du gouvernement. Alors si on continue
à prendre ses ennemis du peuple qui reçoivent la bénédiction de certaines personnes du gouvernement. Donc, l'opposition est très dangereuse que les gens du pouvoir. L'opposition doit cesser de faire une opposition politicienne. On doit se mettre ensemble pour briser et le gouvernement et le mutin. Voilà, je veux illustrer ça par des éléments très concrets. À l'origine des CNDP, Kundaba Touareg, il surgit. Sujet rwandais, aujourd'hui vivant au Rwanda. Après lui, on nous amène un autre aventurier, Bosco Ntaganda, frappé par la mesure de l'arrestation pour l'amener à la CPI. Ntaganda est disparu puisque Kagame ne voulait pas qu'on l'arrête. Les deux là, ce sont les Rwandais bien vérifiés, bien prouvés. Et le troisième, vous serez surpris d'apprendre que le monsieur qui a changé son nom pour se dire Sultan Makenga, lui est ougandais. Comment voulez-vous qu'on fasse une négociation politique avec des étrangers? Quand on parle de politique, on voit une histoire interne. Mais comment cette opposition, et pour comment cette diaspora qui accepte que nous devons aller là-bas négocier? C'est puisqu'on est contre le gouvernement. On doit être contre le gouvernement qui était mal élu, où ils ont triché. On peut être contre ce qu'ils ont fait parce qu'ils dirigent avec la main de fer et par défi. Mais on ne doit pas aller manger ensemble avec l'ennemi de la nation, qui est le M23. Donc moi, je ne pense pas qu'actuellement, il y a une solution politique à envisager en se mettant autour de la table avec le M23. Ils doivent être d'abord et tout d'abord exclus de toute négociation et mettre en dehors de nos territoires. Voilà. Et puis, c'est là que je voulais ajouter qu'il y avait un élément important, c'est la mobilisation populaire qui est très, très importante. Parce que il y a une question que tu nous as posée tout à l'heure, quelle est la part du gouvernement? Je crois que le gouvernement n'a pas de part. Parce que la vérité, c'est que c'est la République démocratique du Congo qui est agressée par le Rwanda et par l'Ouganda. C'est ça la vérité. L'histoire du M23, c'est un maquillage. La vérité, c'est qu'on est agressé par le Rwanda et l'Ouganda. C'est ça la vérité, c'est qui fait que le gouvernement n'a rien à faire dans ça. La seule chose, c'est quoi? C'est des solutions qu'on est en train de chercher sur le plan diplomatique et sur le plan militaire. Sur le plan politique, c'est comme on le dit. Je crois qu'il est hors de question de discuter politique avec le M23 qui cherche à nous masquer, à faire une mascarade en invitant la diaspora et l'opposition. Et c'est là que les gens de l'opposition et les gens de la diaspora, on doit faire très attention. Ça, c'est de la pure mascarade. Hein? Comment nous étions les premiers à dire à dénoncer ce groupe de M23, ces rebelles-là, ces aventuriers. On a dénoncé à maintes reprises que c'était des Rwandais. Aujourd'hui, qui disent que non, nous voulons qu'on discute avec qui est la diaspora et l'opposition, on accepte, on croit à ce qu'ils sont en train de nous dire. Non, on doit faire très attention. Ok, je voudrais quand même, parce que là, le temps est en train de tendre vers la fin, je voudrais quand même qu'on puisse résumer tout ça. Parce que nous avons évoqué la conférence, on a vu que au stade actuel, on ne peut pas attendre beaucoup de cette conférence parce que les animateurs de cette conférence sont impliqués dans les conflits en RDC. On a vu que les solutions proposées par le gouvernement congolais, notamment l'option politique, militaire et diplomatique, il y a des problèmes, il y a à manger, à boire là-dedans. On a vu que la solution politique, il y a un piège pour l'opposition politique, mais aussi pour la diaspora. Et on a vu que l'option diplomatique, oui, c'est vrai, mais il faudrait que la diplomatie congolaise soit un peu dynamique, parce que lorsqu'on va demander aux autres de sanctionner, nous aussi, on devrait faire de même. Mais lorsque la diplomatie congolaise ne sait pas faire ce qu'elle demande aux autres, il y a là un problème. Et puis, l'option politique, oui, c'est vrai que vous pensez qu'on ne devrait pas se mettre autour d'une table avec les M23. Mais là, on est devant un problème. Les M23 occupent, même s'ils se sont retirés à 20 km, mais quand vous suivez les déclarations des gens du M23, aujourd'hui encore, ils ont fait des menaces. Ils disent que le gouvernement doit enclencher les négociations Ils ont donné, je ne sais pas, 2 jours, sinon ils vont finir le travail qu'ils ont commencé. Ben, dans la situation actuelle là, si ils veulent retourner à Goma, ils vont retourner sans une résistance. Qu'est-ce que vous pensez qui pourrait être comme une solution durable
au conflit en République démocratique du Congo? Ces gens-là n'iront nulle part. Ceux qui vont commettre ça vont coller un piné. Ça, c'est vrai. Ils font des menaces inutiles, ils ne sont pas la bienvenue au Congo. Nous savons que ce sont des maraudeurs. La solution, monsieur Isidore, je le dis et je répète, et tous les Congolais qui nous suivent à travers la voie de la démocratie congolaise, la solution, c'est que d'abord ces gens-là quittent notre pays. On ne doit pas se mettre autour de la table avec eux, on ne va pas leur laisser le chemin libre à atteindre Kinshasa ni le Katanga. Là, il faut qu'on se le dise et nous devons défendre l'intégrité nationale. Nous sommes agressés. Quand ils célébraient, ils dansaient. La danse qu'on a exhibée là-bas, que je vais mettre sur le site vers la fin de la journée aujourd'hui, ils dansaient une danse rwandaise. Nous, on ne danse pas en sautant. Nous, c'est les Ndombolo, nous, c'est les... tout ce que vous connaissez. Mais eux, ils dansaient là avec les mains. Écoutez, c'est très important que l'opinion nous suive. Je pense que c'est pas ça le problème. La danse, ça c'est rien. Le Congo. Non. C'est la culture. Écoutez, mon cher. Attendez, Isidore. C'est la culture d'un peuple, c'est traduit par la danse, par la façon de manger et qu'on sort. Ces gens-là, ils dansent. Et quand ils parlent entre eux, c'est les Kinyarwanda. Et quand ils parlent et français et anglais, c'est l'accent rwandais. Donc on ne doit pas se voiler la tête pour dire non, ça n'a pas d'importance. Ça a une importance capitale. Ces gens-là, ils sont rwandais et ils n'ont rien à négocier dans notre politique et que tout le monde puisse prendre ça au sérieux si on devait être nationaliste. Voilà. Ok, je crois que aussi ce qui est vrai, c'est que je crois que là on doit comprendre, je crois que le Congolais doit comprendre qu'il est clair. Ce n'est pas parce que cet aventurier du Sultan Makenga a dit qu'ils vont aller finir le travail qu'ils ont commencé. C'est quoi le travail qu'ils ont commencé? C'est le travail de pillage. C'est la vérité. Ils vont finir le pillage. Et ils savent, c'est connu de tout le monde qu'ils se sont donnés comme objectif de protéger les Tutsis. Les Tutsis pour eux sont à l'est du Congo. Ça veut dire qu'ils n'ont pas besoin d'aller à Kinshasa. Ce qui est vrai, la population congolaise doit se mobiliser comme un seul homme, accepter de mourir pour sa patrie. Barrer la route à ces gens. Ces gens-là, ils vont venir, ils vont gagner des batailles, mais ils ne gagneront pas la guerre parce que c'est comme quelqu'un qui entre dans la maison d'autrui, il va casser les choses, mais il finira toujours par y partir parce qu'il ne se sentira pas à l'aise tant et aussi longtemps que ce n'est pas dans sa maison. Okay, et c'est ça la réalité que ces gens-là, à un moment donné, ils feront face à cette vérité-là. Ok, je voudrais maintenant que vous puissiez conclure parce que là, vous avez dit beaucoup de choses. C'est vrai que on peut tout dire, mais il est vrai que le gouvernement congolais avait signé des accords avec le M23 et avec le CNDP. C'est à l'issue de ces accords que le M23 est apparu pour dire que les accords n'avaient pas été respectés. Et jusqu'à date, on sait que le CNDP fait partie de la majorité présidentielle. On ne l'a jamais révoqué, même si le M23 est en train de faire la guerre à l'armée congolaise. Je voudrais maintenant que vous puissiez résumer et quelles conseils vous donneriez au gouvernement congolais pour solutionner le problème de l'Est du Congo. En ce qui me concerne, pour solutionner le problème de l'Est du Congo, je crois que il n'y a que deux. Moi, je donnerais comme solution, d'abord une solution diplomatique à grande envergure, commencer par rompre les relations diplomatiques avec le Rwanda et l'Ouganda, et faire une offensive diplomatique très très forte sur tout pays qui peut avoir un pouvoir sur le Rwanda. Donc je préfère plus parler de peut-être la Belgique, la France, la Grande-Bretagne, l'Allemagne, les États-Unis et le Canada. Que ces pays-là fassent une pression sur ces États-là. Et puis sur le plan diplomatique, on pourra gagner quelque chose. Et toujours sur le plan diplomatique, que la RDC comprenne, que les dirigeants de la RDC aujourd'hui et tous les Congolais comprennent que nous sommes un État souverain. Si nous devons comprendre que nous n'avons pas une armée forte, ce n'est pas une histoire d'aujourd'hui. Quand vous vous rappelez de la guerre de 80 jours, on a fait appel à beaucoup d'armées pour combattre encore une autre aventure des ex-gendarmes katangais dans le Katanga. Pourquoi on ne le fera pas aujourd'hui? On peut aussi faire une diplomatie pour inviter quelques pays à nous aider, le temps de mettre ses ennemis hors de notre pays et avoir le temps de réorganiser notre armée.
Ça, c'est vraiment sur le plan diplomatique toujours, qu'on essaye de forcer la mission de l'ONU, la MONUSCO, que ça cesse d'être une mission de paix, que ce soit une mission de guerre pour se battre aux côtés de nos militaires. Parce qu'à partir du moment que cette mission, si on change la mission de la MONUSCO, je suis sûr et certain que le Rwanda va changer sa position face au M23. Pour ce qui est de la solution politique, je crois qu'il est clair, je demanderai au gouvernement de ne pas tenter cette aventure. Parce que la revendication première de ces gens-là, c'était que le gouvernement n'a pas respecté les accords avec le CNDP. C'était ça leur revendication. Mais aujourd'hui, ces gens-là, ils se disent que ce n'est plus le CNDP, maintenant c'est le M23. Il y a déjà un problème. Vous dites que non, on n'a pas respecté les revendications avec le CNDP, vous êtes le M23. Mais qui était le chef du CNDP? Ces gens-là du CNDP, on en connaît qui ont eu des grades. Donc, la réalité, c'est que ces gens-là, ils veulent nous manipuler parce qu'ils ont les armes, ils croient qu'ils peuvent nous manipuler à leur guise et faire du Congo ce qu'eux veulent. Il est grand temps, la grande solution maintenant, c'est quoi? C'est que le peuple congolais qui nous suit en ce moment, partout où il se trouve, qui se mobilisent comme un seul homme, qu'ils aient le même langage, qui comprennent que le problème aujourd'hui, ce n'est pas Kabila, le problème aujourd'hui, ce n'est pas Mende, le problème aujourd'hui, ce n'est pas le gouvernement, le problème aujourd'hui, c'est notre pays, notre intégrité qui est mise en jeu. Donc nous devons nous mobiliser comme un seul homme, accepter de mourir pour la patrie et dire à ces gens-là du M23, partout où nous nous trouvons, qui comprennent que tous les Congolais parlent un seul langage, c'est non au M23. Après avoir dit non au M23, quand ils vont retourner au Rwanda, ils vont retourner en Ouganda, je crois qu'à ce moment-là, nous allons essayer de résoudre nos problèmes. J'ai dit et je vous remercie. Moi, je pense que répondant à votre question, ce que vous demandez, c'est qu'on peut conseiller au gouvernement et tout ça. Enfin, depuis le début jusqu'à la fin, vous avez compris que je ne suis pas dans cette logique d'une médiation quelconque. Puisque d'abord, tout est parti sur une fausse base. C'est-à-dire, la conférence internationale sur la région du Grand Lac, c'est une histoire qu'on a créée pour nous endormir. Et les M23 sont une machination qui est en connivence avec certaines personnes qui sont au pays. Alors, une solution, pour moi, ce n'est ni politique ni militaire. Donc, c'est d'abord la résistance populaire. Que tous les Congolais, d'abord, se mettent tous derrière le Congo. Qu'on dise au M23, on ne veut rien entendre de vous, quittez notre territoire, nous allons arranger le problème nous-mêmes. Et si possible, les jeunes gens, comme je le dis, allez vous enrôler massivement dans l'armée congolaise, on ne va pas vous amener à l'armée le même jour, on va d'abord vous former. Après cette formation, nous aurons à nettoyer l'armée pour avoir une armée républicaine. Et cette fois-là, c'est la condition seulement sine qua non pour avoir une sécurité à long terme. Sinon, quand nous demandons à l'ONU d'échanger son mandat, nous demandons à certaines personnes de venir nous aider, c'est momentané. Donc quand ces gens partent, encore une fois, comme le Congo est devenu le ventre mou dans la région, les gens viendront encore nous embêter, comme les Angolais l'ont fait avec Kahemba, et les Rwandais et les Ougandais le font avec l'Est du pays. Je pense que la plus grande solution d'abord, c'est que nous-mêmes, nous puissions prendre le Congo en charge. Le Congolais s'enrôle dans l'armée et on va nettoyer l'armée. Tous les infiltrés doivent partir d'eux-mêmes. Et c'est seulement à cette condition-là que nous pouvons parler d'une sécurité stable dans ce pays que nous appelons la République démocratique du Congo. À nos frères qui nous suivent, ceux qui sont dans la diaspora, ne soyez pas distraits, même si nous sommes contre le gouvernement en place qui est en train de diriger par défi. D'abord, ici, oublions ces gens-là qui vont fuir d'eux-mêmes. D'abord, nettoyons l'Est de la République où on est en train de nous utiliser comme des femmes. Il y a nos sœurs qui sont en train de faire des enfants milâtres, qui font des enfants sidatiques, qu'eux-mêmes sont sidatiques, eux-mêmes sont déchirés dans leur propre intime. Nous devons d'abord les aider avant qu'on commence à parler de Kabila, non, tout ça, tout ça. Ces messieurs-là, si réellement il est en connivence avec ces gens-là, il va fuir de lui-même. Défendons notre nation. Voilà, M. Gidor. D'accord, j'ai compris vos interventions. Et puis, en gros, ce que je pourrais dire, c'est que qu'on le veuille ou non, on sera voisin du Rwanda, on sera voisin de l'Ouganda,
on doit chercher à organiser des rencontres avec ce pays-là pour trouver une solution, une paix durable dans la région des Grands Lacs. Mais comme vous l'avez dit, l'organisation qui est en train de chapeauter ces négociations-là est mal placée parce que les personnes qui président actuellement l'organisation sont impliquées dans les conflits. Mais je pense que les Congolais ou le gouvernement congolais devraient trouver des façons d'impliquer d'autres organisations, notamment les Nations Unies qui sont déjà au Congo. Nous avons l'Union africaine pour trouver une solution durable. Parce qu'il n'y a que les voisins qui peuvent déstabiliser notre pays. Il n'y a que les Congolais qui peuvent déstabiliser leurs voisins. Et donc, nous avons tout intérêt à avoir des relations, de bons voisinages avec nos voisins pour éviter que les gens qui veulent nous déstabiliser passent par ces pays-là. Donc, c'est le mot de la fin, c'est solution diplomatique, mais il faut mettre toutes les questions sur la table pour trouver des solutions durables. Je vous remercie, je remercie tous ceux qui nous ont écoutés, et puis j'espère que nous allons organiser d'autres émissions où les gens viendront présenter la situation qui se présente avec des pistes de solutions. Merci et bonne soirée. 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 Merci et bonne soirée.